Le capitalisme mondial est vraiment en crise, dans un sens plus large. Ce n'est pas seulement que vous avez un ralentissement de l'économie mondiale, etc., mais la manière de faire face à ce ralentissement lui-même, ou comment faire face à la situation actuelle elle-même, va probablement aggraver la crise. Et je suppose que le retour de la fabrication est quelque chose que vous constatez, mais c'est un processus lent et difficile, et l'incertitude même des tarifs, ce sont toutes des mesures qui empêchent la fabrication de revenir. En ce qui concerne le Sud global, Jayati Ghosh a tout à fait raison de dire que si vous avez une réduction des revenus en dollars, cela aurait bien sûr un impact global. Indépendamment de la question de la dette, une réduction des revenus aurait des effets multiplicateurs et ces pays entreraient tous en récession. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous êtes nouveau sur l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Envisagez également de devenir membre YouTube, de nous soutenir sur Patreon ou de faire un petit don en utilisant le lien dans la boîte de description. Nous comptons sur vous. Consultez également notre Substack où nous publions des analyses approfondies des événements dans le monde. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter le premier épisode de la série de dialogues Patnaik-Wolf, organisée par India and Global Left. L'idée est de discuter des préoccupations économiques les plus urgentes de notre époque et de les replacer dans le contexte de structures plus larges et à long terme, comme le capitalisme, l'impérialisme, l'inégalité économique, la financiarisation, l'idéologie néolibérale, etc. Je suis honoré d'être rejoint par deux des économistes marxistes les plus importants de notre époque, le professeur Prabhat Patnaik et le professeur Richard Wolff. Le professeur Patnaik est un économiste et théoricien politique distingué, professeur émérite à l'université Jawaharlal Nehru à New Delhi, et l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur l'impérialisme, la mondialisation et le capitalisme. Ces idées ont influencé des générations de penseurs progressistes à travers le Sud global. Le professeur Richard Wolff est un économiste marxiste de premier plan aux États-Unis, professeur émérite à l'Université du Massachusetts à Amherst et fondateur de Democracy at Work. Il est connu mondialement pour son analyse claire et accessible du capitalisme et des crises, et est l'auteur de plusieurs best-sellers. Professeur Wolff et professeur Patnaik, bienvenue à India and Global Left. Merci. Merci. Je veux discuter des tarifs, mais je veux commencer parce que les économistes marxistes et les marxistes en général discutent depuis longtemps, comme la crise du capitalisme néolibéral. Comme vous le savez, la presse économique et l'économie dominante n'aiment pas discuter de la récession. Mais maintenant, les Bloomberg du monde et le Financial Times parlent de récession. Ils discutent du fait que l'enquête des gestionnaires de fonds mondiaux de Bank of America leur indique qu'il y a déjà une récession. La Fed de New York, qui s'appuie sur le marché obligataire, a déclaré que nous sommes en récession depuis 2 ans. Les indicateurs économiques du Conference Board et l'Association américaine des investisseurs indépendants indiquent tous que les sentiments du marché sont extrêmement baissiers. Et enfin, nous devons rappeler à nos téléspectateurs qu'en 2008, le Bureau national de la recherche économique a déclaré une récession en décembre, mais a ensuite indiqué que la récession avait déjà commencé en janvier.
Donc, si nous pouvions commencer avec le professeur Patnaik, parlez-nous de la crise du capitalisme néolibéral, afin que nous ayons une perspective pour comprendre les soi-disant guerres tarifaires. Eh bien, vous savez, une récession est généralement définie techniquement, mais même avant que la récession ne s'installe, il y a eu un ralentissement de la croissance de l'économie mondiale. Et cela s'est produit même avant la pandémie. En fait, si vous prenez la période, disons de 2010 à environ 2019, cette décennie a été la décennie de la croissance la plus lente de toutes les décennies de la période d'après-guerre. Donc, le ralentissement de l'économie mondiale se produit depuis un certain temps. Et cela, bien sûr, a ses implications en termes de chômage, augmentation du chômage, etc. Et maintenant, avec l'accélération de l'inflation qui a eu lieu récemment, et à cause de cela, une politique macroéconomique de contraction est poursuivie partout. Ce ralentissement est en fait devenu une récession. La raison du ralentissement, je crois, était imminente dans la nature du capitalisme néolibéral. À mon avis, la raison du ralentissement est que dans les pays individuels, et aussi en prenant l'économie capitaliste mondiale dans son ensemble, il y a eu une augmentation considérable de la part de ce que Baran et Sweezy avaient appelé le surplus économique dans la production totale. Toute augmentation de la part du surplus économique, ce qui signifie essentiellement un déplacement de la distribution des revenus des travailleurs, c'est-à-dire les ouvriers, les paysans, les petits producteurs, etc., vers ceux qui vivent du surplus, est quelque chose qui est associé à une tendance à la surproduction. Parce que la propension à consommer à partir du surplus tend à être inférieure à la propension à consommer à partir des revenus des travailleurs. La hausse de la part de l'excédent économique a été indirectement reconnue par beaucoup, y compris, bien sûr, Thomas Piketty et d'autres, qui parlent de l'augmentation des inégalités de revenus. Mais alors qu'ils parlent de l'augmentation des inégalités de revenus, ce qui sous-tend cette augmentation est la hausse de la part de l'excédent économique. Cela se produit parce que tandis que les travailleurs des pays avancés, y compris les États-Unis, ont désormais leurs salaires liés à ceux du Sud global, le capital est devenu beaucoup plus mobile à l'international. Dans le Sud global lui-même, malgré la relocalisation des activités, les salaires ou les revenus des travailleurs ne s'élèvent pas, en partie parce qu'il y a très peu de réduction de la part des énormes réserves de main-d'œuvre qui existent dans ces pays. Et ces réserves de main-d'œuvre, en fait, sont augmentées par la crise de la petite production, y compris l'agriculture paysanne, que le néolibéralisme entraîne dans son sillage en retirant le soutien de l'État sous forme de prix de soutien minimum, de subventions de crédit, etc., qui étaient auparavant accordés sous le régime dirigiste. Donc, à cause de cette combinaison de facteurs, vraiment, en un sens, l'équilibre global se déplace en faveur du grand capital et contre les travailleurs. Et cela se reflète partout dans le monde par l'augmentation de la part de l'excédent économique. Et cela, à mon avis, est la cause du ralentissement qui s'est maintenant réellement transformé en récession, comme vous l'avez dit. Professeur Wolf, à vous de jouer. Vous pouvez répondre au surplus économique, au déficit de la demande ou à tout ce que vous souhaitez. Bien sûr, l'un de mes professeurs que j'ai eu la chance d'avoir, Paul Sweezy et Paul Baran, étaient des personnes qui ont été mes enseignants quand j'étais jeune. J'étais étudiant diplômé lors de la dernière année de la vie de Paul Baran. L'une des choses qu'il m'a fait faire en tant qu'assistant d'enseignement était de travailler sur le surplus et la tendance du surplus à augmenter. Donc je sais exactement de quoi parle le professeur Patnaik. Cela fait partie de ma réflexion depuis longtemps,
Il n'est pas nécessaire pour moi de répéter ce qu'il vient de dire. Cela constitue une excellente manière de faire un point. Et donc, je veux partir de là. Le premier point, et ici je cite mon ami Yanis Varoufakis, est que la soi-disant guerre tarifaire ou guerre commerciale est mieux comprise comme une guerre de classe ou comme une forme prise par la guerre de classe. Et le professeur Patnaik vient de le rendre aussi clair que possible, je pense. Je suis assis ici à New York. I'm sitting here in New York City. And so what is uppermost in my mind is how the very Ce qui me préoccupe le plus, c'est comment les processus qu'il vient de décrire ont ébranlé les États-Unis, car ils surviennent à un moment où les États-Unis vivent quelque chose d'unique parmi les pays actuellement, à savoir la fin de leur empire. Je ne dis pas cela comme une exagération, je le pense littéralement. C'est la fin pour nous. Nous avons été le noyau unipolaire dominant du capitalisme néolibéral depuis la Seconde Guerre mondiale, certainement depuis les années 1970. Et nous avons pu, en tant que nation, les États-Unis, nous permettre tout ce qu'un pouvoir dominant peut s'autoriser. Et l'une des choses qu'un pouvoir dominant s'autorise, c'est d'imaginer que sa domination est perpétuelle, qu'elle durera éternellement, que toutes les forces particulières qui lui ont donné cette domination au départ ne peuvent pas la lui retirer, ce qui est faux. Il y avait l'illusion de contrôle qu'ils ne peuvent toujours pas admettre à ce jour est partie. Et donc vous obtenez ce comportement étrange dans lequel la direction ici essaye d'une part de faire face au ralentissement de la croissance et à tout ce que cela présage, couplé à la disparition de son empire, au rétrécissement, à la concurrence de la Chine, de l'Inde et des nations BRICS. Cela submerge les États-Unis en ce moment, politiquement, idéologiquement, militairement. Donc je veux souligner que nous devons dans notre réflexion, que ce soit le Nord ou le Sud global ou les interactions entre eux, prendre également en compte les mouvements désespérés, et je souligne le mot désespéré, les mouvements désespérés d'un empire mourant qui ne veut pas admettre quelle est sa situation. Ainsi, vous obtenez par exemple la grandiosité d'imposer soudainement un tarif à tout le monde, pas un limité ici ou là, juste une sorte de retour soudain au colonialisme même que les 75 dernières années ont passé à démanteler. Et donc, soudainement, nous allons devenir une nouvelle puissance coloniale. Prenez Panama, prenez le Groenland, prenez le Canada. Ce sont des comportements très extrêmes, et je veux que cela soit compris. Cette extrémité provient de l'interaction entre les problèmes de surplus d'une part et le déclin particulier du capitalisme des États-Unis, tel qu'il est entrelacé avec l'empire des États-Unis, ce qui lui donne les dimensions particulières qu'il a maintenant. Professeur, puis-je prendre le relais à partir de là? Oui. Oui, je suis entièrement d'accord avec l'analyse du professeur Wolf, selon laquelle les États-Unis tentent maintenant de recréer une sorte d'éthos colonial. Mais, vous savez, cela me rappelle le fait qu'une grande partie des contradictions sous-jacentes à la position des États-Unis en tant que principal pays capitaliste du monde surgissent en raison de l'absence de colonialisme. Pas seulement l'absence, le colonialisme aujourd'hui ne peut pas jouer le rôle qu'il jouait auparavant. Permettez-moi de développer. Vous voyez, si vous êtes un leader du monde capitaliste, alors vous devez accommoder les ambitions d'autres pays capitalistes émergents de votre époque, en leur permettant d'entrer sur vos marchés, en enregistrant des déficits de compte courants vis-à-vis d'eux. À l'époque où la Grande-Bretagne était le leader du monde capitaliste, essentiellement avant la Première Guerre mondiale, elle avait en fait des déficits de compte courant vis-à-vis des États-Unis, de l'Europe continentale et des régions tempérées de peuplement européen, comme l'Australie, le Canada, etc.
Non seulement elle avait des déficits de compte courant, mais elle effectuait également des exportations de capitaux vers ces mêmes pays. Comment la Grande-Bretagne a-t-elle réussi à faire cela? Elle y est parvenue en réalisant un excédent vis-à-vis des colonies, comme l'Inde par exemple, où ces exportations ont désindustrialisé la production artisanale locale, l'Inde et la Chine. Et en même temps, elle a exproprié, sans aucune contrepartie, une quantité substantielle de surplus des économies coloniales, y compris l'Inde. Je vais vous donner un exemple. En 1910, les déficits totaux britanniques, comptes courants et comptes de capital, c'est-à-dire y compris les exportations de capitaux, vis-à-vis de tous les pays avec lesquels elle avait des déficits, s'élevaient à 145 millions de livres. 60 millions de livres de ces déficits, soit plus de 2/5, provenaient simplement de l'Inde. Et je ne parle pas d'autres pays comme les Caraïbes, ou de l'excédent avec la Chine, dû à l'excédent commercial à cause des exportations de coton qui ont désindustrialisé là-bas. Donc plus de 40 millions provenaient simplement de l'Inde. Ainsi, le colonialisme a permis à la Grande-Bretagne de jouer le rôle de leader du monde capitaliste, car il lui a fourni un coussin pour gérer les déficits du compte courant et également effectuer des exportations de capitaux vers les régions où le capitalisme industriel se diffusait. Maintenant, l'un des problèmes des États-Unis dans la période d'après-guerre était que ce coussin colonial n'était plus disponible. Et puis, vous savez, avoir simplement des pays coloniaux ne suffit pas parce qu'après tout, jusqu'à quel point pouvez-vous désindustrialiser? Combien d'artisans pouvez-vous déplacer et ainsi de suite? Donc le coussin colonial, comme l'avait soutenu Rosa Luxemburg, est devenu à la fois moins, vous savez, soutenant et en même temps n'était pas disponible en raison de la décolonisation politique. Et dans un certain sens, à cause de cela, ce que les États-Unis ont fait au cours de toutes ces années, c'est essentiellement profiter du fait que le dollar est la monnaie dans laquelle les détenteurs de richesses du monde souhaitent conserver leur richesse. Et par conséquent, les États-Unis ont enregistré des déficits de compte courant dans la période plus récente. Et cela n'a pas d'importance, car cela n'a pas affecté le rôle du dollar. Mais le point est que vous ne pouvez pas, d'une part, continuer à vous endetter sur une période de temps. Vous savez, la position de ceux qui s'opposent aux tarifs de Trump, comme l'administration Biden, et ainsi de suite, je suppose, serait de laisser les choses actuelles continuer, de laisser les États-Unis continuer à gérer ce déficit actuel. Car après tout, les riches du monde seraient prêts à détenir leur dollar. Mais d'autre part, dans un monde où le capital financier est hégémonique, vous ne pouvez pas utiliser l'État pour augmenter le niveau d'activité. Par exemple, Bahn en Suisse a soutenu que l'État américain avait joué ce rôle dans les années d'après-guerre. Parce que bien sûr, pour que l'État joue ce rôle, ces dépenses doivent être financées, soit par un déficit budgétaire où vous ne taxez personne, soit en taxant les riches. Et ces deux options sont anathèmes en ce qui concerne la finance. Nous vivons dans un monde où la finance est mondialisée, tandis que l'État reste un État-nation. C'est pourquoi la capacité de tout État-nation à poursuivre des politiques keynésiennes de lutte contre la récession est limitée. C'est donc dans ce dilemme que se trouvent les États-Unis, à cause duquel, comme l'a très justement dit le professeur Wolf, ils sont vraiment assez désespérés et veulent recoloniser toutes sortes de régions du monde, comme le Groenland, etc. Peut-être pourrais-je développer, aller un peu plus loin et regarder, si je puis me permettre, un instant le dilemme des États-Unis. Je ne veux pas centrer la conversation sur les États-Unis. Plus que jamais, ce n'est plus le joueur dominant qu'il était autrefois. Voici la réalité telle que je la vois. Le secteur financier a informé le gouvernement des États-Unis que cette course sans fin au déficit budgétaire,
Par exemple, cette année, le déficit prévu est de 2000 milliards de dollars en un an pour les États-Unis. Et cela fait plusieurs années maintenant qu'il enregistre des déficits de 1000 milliards de dollars de manière intermittente. Ne peut pas continuer. On lui a dit, vous ne pouvez pas continuer ainsi parce que nous ne sommes pas disposés à vous prêter. Car vous approchez d'un moment où, par exemple, le montant de votre budget consacré à la défense, et vous savez que dans notre pays, nous ne l'appelons pas le département de la guerre. Nous l'appelons le département de la défense. C'est un mouvement idéologique très important que nous devons faire. Mais l'argent du budget destiné à la défense, plus l'argent destiné au service de la dette, rend impossible de faire beaucoup d'autres choses dans cette société. Par exemple, vous voyez que l'une des initiatives de M. Trump, gérée par M. Musk, est de réduire l'emploi public au niveau fédéral. Très bien, maintenant vous pouvez commencer à voir que c'est une étape pour montrer que le côté dépenses du budget est réduit, et il est réduit aux dépens de manière brillamment claire de ce que le professeur Patnaik a dit, à savoir la classe ouvrière. Ce sont des travailleurs licenciés par le gouvernement fédéral qui doivent ensuite trouver du travail dans le secteur privé, ce qui fait baisser les salaires et les conditions de travail là-bas, selon la loi habituelle de l'offre et de la demande, ajoutant à l'impact sur les salaires qui vient de l'arrivée de la classe ouvrière du Sud global. Donc vous avez cela d'un côté. Puis de l'autre, l'interdiction, exactement comme l'a dit le professeur Patnaik, de taxer les entreprises et les riches, ce que ni les républicains ni le Parti démocrate n'osent faire dans cette société. Donc vous ne pouvez pas lever de l'argent là-bas. Et les coupes budgétaires, aussi spectaculaires qu'elles soient dans les nouvelles, ne sont pas du tout assez importantes pour commencer à traiter cela de manière massive. Alors, que reste-t-il au gouvernement à faire? Il doit réduire le déficit. Il peut le faire en partie en attaquant la classe ouvrière, mais il ne peut pas ajouter au licenciement des travailleurs un gros impôt sur la classe ouvrière. Cela produirait, même aux États-Unis, des troubles insoutenables venant d'en bas. Alors voici l'innovation de M. Trump. Il peut taxer, espérons-le, vous, le reste du monde. Il peut imposer un tarif à l'ensemble du monde, espérant ainsi, d'une manière ou d'une autre, récolter l'argent. Et comment cela se passe-t-il? Eh bien, passons en revue. Premièrement, espérons-le, les exportateurs du Sud global confrontés aux tarifs baisseront leurs prix. Ils ont absolument l'intention que cela se produise dans une certaine mesure. Et deuxièmement, le prix supplémentaire sera répercuté sur le consommateur américain car il devra payer tout ce qui n'est pas réduit par le prix de l'exportateur. En l'appelant un tarif, la moitié des Américains ne comprennent toujours pas qu'un tarif est une taxe. Ils croient réellement, et M. Trump l'a dit à plusieurs reprises, que le tarif punit le Sud global, le rendant plus acceptable idéologiquement. Bien que ça ne soit pas compris, c'est le plan. Dans la mesure où il y a un plan, le but des tarifs est de, j'exagère, mais je veux faire passer le message, être l'autre face de la réduction des dépenses publiques sur les programmes et les travailleurs, comme un signe de bonne foi à la classe financière, que la solvabilité des États-Unis est prise en compte par ce gouvernement. La beauté de cela est que l'impact sur les riches et les entreprises est totalement minimisé. Ils ne sont pas taxés, ils ne sont pas requis. Ils sont flattés par cet ajustement qui met le fardeau de la réévaluation, à une époque de déclin de l'Empire, sur le budget du gouvernement, ce qui est par ailleurs un signe précoce de l'accumulation de nombreux problèmes. Peut-être que j'interviendrai pour poser une question, puis le professeur Patnaik pourra répondre, aborder le sujet et également réagir à tout ce qu'il pourrait vouloir commenter
sur ce que le professeur Wolf vient de dire. Quelles sont vos réflexions sur le dollar lui-même? Comme vous l'avez dit, le dollar est très central dans l'Empire américain. Et maintenant, il y a eu des discussions sur l'affaiblissement du dollar. Bien sûr, l'affaiblissement de la valeur d'échange ne signifie pas nécessairement que nous avons une alternative au système du dollar. En fait, après les accords du Plaza au milieu des années 1980, le dollar s'est fortement affaibli. Mais l'hégémonie du dollar a encore augmenté. Mais néanmoins, ma question précise est la suivante. Il me semble que les États-Unis sont dans une impasse. D'une part, une partie de ses partisans parle de ramener la fabrication, ce qui signifie d'évaluer massivement le dollar. D'autre part, ils comptent sur tous ces emprunts bon marché, rendus possibles par l'accès facilité au dollar grâce à l'impression, mais aussi en ayant le dollar comme l'actif financier le plus sûr. Que pensez-vous de cette contradiction entre ramener la fabrication et compter sur les actifs financiers, tout en étant capable de maintenir un déficit budgétaire et un ratio dette-PIB exceptionnellement élevé? Eh bien, vous savez, je pense que les tarifs deviennent une arme de ce qu'on pourrait appeler une politique du « chacun pour soi ». En gros, dans les années 1930, l'économie mondiale n'était pas en expansion. Et les pays se battaient les uns contre les autres par des dépréciations compétitives des taux de change afin de s'emparer d'une part de plus en plus grande du marché mondial stagnant, voire en déclin. Maintenant, quelque chose de ce genre, si les tarifs du président Trump passent, et bien sûr, si d'autres pays ripostent, alors c'est exactement. Ces tarifs eux-mêmes constitueraient un moyen de s'emparer des marchés d'autres pays. Fondamentalement, vous rendez les produits chinois plus chers aux États-Unis. Auquel cas, vous espérez en fait que le marché que les Chinois avaient aux États-Unis serait désormais pris par les conglomérats américains, etc. Donc, toute cette politique de tarifs compétitifs initiée par Trump est vraiment un exemple, à mon avis, d'une politique du chacun pour soi, dans laquelle tout le monde finirait par être en moins bonne situation s'il ripostait. Tout le monde serait en moins bonne situation parce que les prix augmenteraient par rapport au salaire monétaire. Vous constateriez donc que les revenus réels diminueraient. Et par conséquent, le changement de distribution des revenus contre les travailleurs se manifesterait par une réduction supplémentaire de la taille de la demande partout. Et donc, l'économie mondiale entrerait en récession. Ainsi, la politique tarifaire est fondamentalement contraire au rôle des États-Unis en tant que défenseurs du système capitaliste mondial. Car ici, les États-Unis agissent dans leur propre intérêt en s'emparant des marchés des autres. Et évidemment, vous ne pouvez pas être un leader qui, en quelque sorte, agit au détriment d'autres pays. Ce qui est ironique, c'est que le président Trump menace en fait d'imposer des tarifs contre les pays qui parlent de dédollarisation. Donc vous savez, en fait, imposer des tarifs sur leurs produits est quelque chose qui encouragerait la dédollarisation. Ils aimeraient s'éloigner du dollar. Mais d'un autre côté, il dit en fait que nous allons imposer des tarifs contre vous si vous optez pour la dédollarisation. Je pense que tout cela me fait sentir qu'essentiellement le capitalisme mondial est dans une sorte d'impasse à cause de la crise du capitalisme néolibéral, à cause des problèmes dans lesquels l'impérialisme américain, en tant que leader du monde capitaliste, est embourbé. À cause de tout cela, le capitalisme mondial est vraiment en crise dans un sens plus global. Non seulement vous avez un ralentissement de l'économie mondiale, etc., mais comment faire face à ce ralentissement lui-même est quelque chose qui va probablement aggraver la crise. Maintenant, en même temps, je ne m'attends pas à ce que le dollar s'effondre. Pas du tout.
Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas de monnaie immédiate vers laquelle les gens peuvent se tourner. There is no immediate currency to which people can move. In fact, they are moving towards gold, which is why gold prices. En fait, ils se tournent vers l'or. C'est pourquoi les prix de l'or ont augmenté de manière spectaculaire. Mais il n'y a pas d'autre monnaie pour prendre le rôle du dollar. Et de plus, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une réduction des avoirs en dollars en Chine et ailleurs. Mais même ainsi, ils détiennent des montants suffisants de dollars pour qu'une baisse de la valeur du dollar les affecte également. Donc si vous détenez effectivement des dollars, alors une baisse de sa valeur est quelque chose qui ne nuit pas seulement aux Américains. Cela vous nuit aussi. Donc je ne vois pas qu'il va y avoir une crise immédiate en ce qui concerne le dollar. Mais d'un autre côté, je pense évidemment que la situation de l'impérialisme américain va se manifester en termes de, au fil du temps, un déclin lent de la valeur du dollar. Over time, a slow decline in the value of the dollar. Professeur Wolf. Yeah, I agree. I think that the dollar has been declining. Je suis d'accord. Je pense que le dollar a de toute façon décliné depuis un certain temps en termes d'attitude à son égard, du rôle des banques centrales qui l'utilisent, cherchant ailleurs, évidemment, le prix de l'or, etc. Mais encore une fois, je veux revenir en arrière. Je pense que les tarifs douaniers sont symboliques de ce que les États-Unis sont maintenant prêts à faire dans un effort désespéré pour maintenir leur position. Les contradictions même que nous soulignons sur la façon dont vous affaiblissez et renforcez pourtant le dollar à l'étranger sont un signe de transition. C'est comme le vent qui nous indique que la chaleur va venir ou va partir. Ce sont les signes que vous voyez. Et au cas où les gens ne seraient pas au courant, cette administration prend également des mesures extraordinaires pour rendre l'effort de relocalisation de la fabrication ici plus difficile. Alors soyez très prudents. Le discours de M. Trump porte sur le retour de la fabrication, mais c'est le discours des 8 derniers présidents des États-Unis, chacun d'entre eux ayant promis de le faire et aucun n'ayant tenu cette promesse. C'était une promesse vide. Je vois M. Trump pris dans un dilemme. Je vais vous donner un exemple. Il dépense des sommes énormes d'argent, aggravant ainsi son déficit, dans un programme de déportation des travailleurs sans papier, principalement d'Amérique centrale, mais aussi d'autres parties du monde. C'est une réduction très coûteuse des travailleurs les plus rentables, car les travailleurs sans papier occupent les emplois les moins bien payés et sont souvent escroqués par leurs employeurs. Ils ne peuvent pas risquer de se tourner vers les autorités puisqu'ils n'ont pas de papier, et s'ils se plaignent de ne pas être payés, ils seront expulsés du pays. D'accord? Nous parlons de millions de personnes. Vous savez ce que ça fait? Cela fait augmenter les salaires. C'est très clair. Nous avons déjà eu des industries entières, par exemple l'agriculture, la transformation de la viande et les travailleurs des services à bas salaire dans les grandes institutions, se plaignant amèrement à leurs employeurs qu'ils perdent leur main-d'œuvre et sont obligés de payer des salaires beaucoup plus élevés aux personnes nées dans le pays qu'ils ne peuvent pas exploiter à l'échelle où ils pouvaient le faire avec les sans-papiers. Ce n'est pas un bon message pour les fabricants potentiels ailleurs qui ne veulent pas dépenser l'argent pour déplacer leur production, qui ne veulent pas réorganiser leur chaîne d'approvisionnement et qui ne veulent pas prendre le risque de faire tout cela, alors qu'en fait, demain la structure tarifaire pourrait changer et tout cela aurait été gaspillé. Et maintenant, en plus de cela, ils font face à la probabilité d'une augmentation des salaires aux États-Unis. Et Dieu sait comment il va gérer cela. Vous avez donc une indication que l'État de Floride a décidé, en raison de l'absence de travailleurs sans papier, de modifier la loi pour permettre aux adolescents de travailler comme le faisaient les travailleurs sans papier. Et c'est un État très important pour notre agriculture. Le travail des enfants revient aux États-Unis.
c'est un autre signe de désespoir. Ils ne savent pas où ni comment aller. Mon hypothèse est que le retour de la fabrication est quelque chose que l'on dit, mais c'est un processus lent et difficile. L'incertitude même des tarifs, tantôt en hausse, tantôt en baisse, et puis les commentaires constants de M. Trump qu'il va s'arranger avec les dirigeants étrangers, avec Xi Jinping ou M. Modi ou qui que ce soit. Et donc nous ne savons même pas quel sera le résultat final du schéma des tarifs. Ce sont toutes des mesures qui empêchent le retour de la fabrication. Je ne pense pas que ce soit un objectif sérieux désormais. Je pense qu'ils essayent désespérément de gérer leur budget et ils le font aux dépens, à moindre coût, des travailleurs étrangers qu'ils peuvent expulser avec le moins d'opposition politique et en imposant des tarifs au monde entier en espérant que cela fonctionne. Cela leur donnera au moins quelques années de plus pour emprunter moins et ainsi apaiser le secteur financier. Mais c'est du désespoir face à un déclin à plus long terme. Cela me laisse me demander comment la classe des employeurs en Europe, ou d'ailleurs dans le Sud global, se repositionnera par rapport à un empire en déclin prenant désespérément ces mesures perturbatrices. Je pense que c'est une transition parfaite pour aborder la question du Sud global, l'impact de ces guerres économiques sur le Sud global. Bien sûr, nous avons discuté de l'implication de ramener la fabrication aux États-Unis. Et comme l'a dit le professeur Wolf, utiliser les tarifs comme un outil pour gagner des revenus désespérés est très important face à l'incapacité d'augmenter les impôts. Mais ce qui est omis, c'est l'impact sur le Sud global. Et beaucoup a été discuté sur la Chine. Mais professeur Patnaik, si nous pouvions commencer avec le reste du Sud global, votre collègue, l'économiste professeur Jayati Ghosh, a déclaré que ce tarissement des revenus en dollars, pour une grande partie des pays du Sud global, aurait des implications très négatives, étant donné que beaucoup de ces pays font face à des pressions énormes sur la balance des paiements, rendues possibles précisément par le néolibéralisme à leur naissance. Ils ont contracté beaucoup de prêts en dollars, avec la promesse qu'ils pourraient gagner des revenus en dollars grâce au commerce. Et maintenant, ces tarifs causent une perturbation énorme. Le Lesotho en Afrique dépend beaucoup de son industrie textile. Maintenant, il y a des rapports indiquant que cette industrie textile est au bord de l'effondrement. Madagascar, par exemple, dépend de la vanille cueillie à la main. Elle a un revenu modeste de quelques dizaines de millions de dollars, qui est en crise. Le Myanmar est confronté à des tarifs très élevés, tout en se remettant de son séisme. Professeur Patnaik, vous avez été un critique de cette économie mondialisée. Que pensez-vous de l'impact sur le Sud global et quelle pourrait être la voie à suivre pour en sortir? Vous savez, l'impact au sein des institutions existantes du commerce, relativement non réglementé, et des flux de capitaux auxquels le Sud global a été exposé depuis un certain temps sous le capitalisme néolibéral. Je pense que dans ce genre de cadre, évidemment, ça va être extrêmement dommageable en ce qui concerne le Sud global. Jayati Ghosh a tout à fait raison de dire que si vous avez une réduction des revenus en dollars, alors cela aurait bien sûr un impact global. Indépendamment de la question de la dette, une réduction des revenus aurait des effets multiplicateurs et ces pays entreraient tous en récession. En quelque sorte, vous savez, les gens parlaient de croissance tirée par les exportations. Vous auriez maintenant une récession tirée par les exportations. Certes, les États-Unis ne sont pas nécessairement le principal marché pour beaucoup de ces pays du Sud, mais cela est tout à fait hors de propos. For many of these countries in the south, but that's quite irrelevant. Even if you have some fall in your exports to... Même si vous avez une baisse de vos exportations vers un marché important, cela aura un effet multiplicateur sur l'économie dans son ensemble. Maintenant, dans ce contexte,
il y a deux politiques alternatives qui peuvent être poursuivies dans le Sud global. Une politique qui est recommandée par les partisans ou les partisans résiduels du néolibéralisme est que vous devriez en fait déprécier votre monnaie. Si vous dépréciez votre monnaie, dans ce cas, si le président Trump impose un tarif de 10% sur vos produits et que vous dépréciez la valeur de votre monnaie de 10%, alors évidemment, sur le marché américain, vos produits n'auraient pas un prix plus élevé et vous seriez en mesure de conserver ce marché. Mais je pense que ce que tous ces arguments ne voient pas, c'est que toute dépréciation du taux de change a pour effet de réduire les revenus réels des travailleurs. Pourquoi? Parce qu'une dépréciation nominale du taux de change de, disons, 10% augmente également la valeur de vos importations essentielles de 10%. Par exemple, les prix du pétrole qui sont fixés en dollars augmenteraient maintenant, disons, en termes de roupies de 10% si vous dépréciez votre monnaie de 10%. Maintenant, si c'est le cas, et si les salaires réels ne baissent pas, et que les marges bénéficiaires ne baissent pas, alors votre niveau de prix global augmente de 10% et il n'y a pas de dépréciation effective. Donc, toute dépréciation effective dans une situation où les marges bénéficiaires, évidemment, sont imposées par les capitalistes. Il n'y a rien à faire à ce sujet dans une économie capitaliste. Toute dépréciation effective signifie nécessairement une baisse de la part des salaires, une baisse de la part des travailleurs, une baisse des revenus réels des travailleurs. Par conséquent, cette manière de faire face aux tarifs du président Trump est une façon d'attaquer davantage la classe ouvrière et les travailleurs qui sont déjà attaqués en raison du ralentissement de l'économie mondiale, de l'inflation qui a eu lieu, etc. Le scénario alternatif que j'aimerais voir est que cela nous offre la possibilité historique de vraiment nous déconnecter de tout cet arrangement néolibéral et de parvenir à une compréhension au sein du Sud global. Les grands pays peuvent le faire par eux-mêmes. The global south, large countries can do it on their own, small countries can form sort of local associations. Les petits pays peuvent former des sortes d'associations locales afin de poser les bases d'un commerce accru au sein du Sud global. Pour un commerce accru au sein, je veux dire, vous pouvez par exemple envisager de renforcer une communauté économique africaine, comme vous avez la communauté économique européenne. Vous pouvez envisager la possibilité d'un marché commun sud-asiatique, etc. Donc je pense qu'effectivement, ce serait le moyen à la fois de dédollariser et aussi de sortir du cadre néolibéral actuel. Maintenant, bien sûr, cela signifie immédiatement que la finance mondiale étrangère ne viendrait pas dans votre pays. Cela ne vous permettrait pas de combler votre déficit commercial courant. Cela ne vous permettrait pas de respecter vos obligations de remboursement de la dette. Par conséquent, il y aurait un assèchement. De plus, vous pourriez même avoir une sortie de capitaux. Mais si tel est le cas, alors vous devriez avoir des contrôles de capitaux. Toute sortie de l'arrangement actuel impliquerait nécessairement des contrôles de capitaux, que vous commenciez avec ou non. Si vous avez des contrôles de capitaux, il y aurait des difficultés pour l'économie. Ces difficultés affecteraient en fait très négativement les travailleurs eux-mêmes. Car après tout, si le capital n'est pas disponible, le financement n'est pas disponible pour combler votre déficit du compte courant. Alors que vous le vouliez ou non, vous devez maintenir votre taux de change pour prévenir l'inflation. Et comment faites-vous cela? Vous devez avoir des contrôles commerciaux, etc., qui vont tous affecter les travailleurs. Donc, toute alternative de ce type nécessiterait leur soutien. Et par conséquent, elle doit avoir un programme de bien-être pour les travailleurs. Il devra s'agir d'un programme de gauche autour duquel vous pouvez mobiliser suffisamment de personnes pour travailler vers une alternative. C'est quelque chose pour lequel je crois que la conjoncture gouvernementale actuelle nous offre une opportunité.
Et je pense que c'est cette opportunité que je voudrais suivre, plutôt que de déprécier la monnaie et de rester néolibéral. La dépréciation de la monnaie suscite également la crainte d'une fuite des capitaux, étant donné que la condition du capital elle-même est si précaire actuellement. Tous les indices de marché sont en baisse, donc le capital se dirigera certainement vers les options les plus sûres. Oui, auquel cas votre dépréciation peut continuer encore et encore, car après tout, vous dépréciez de 10%, mais le capital s'envole, ce qui la rend encore plus faible, et ainsi de suite. C'est donc une voie très dangereuse. Mais je pense qu'en réponse à cela, nous devons activer l'État et obtenir le soutien du peuple derrière l'État, en raison de la poursuite par l'État d'un programme de bien-être, d'un programme d'État-providence. Professeur Wolf. Professor Wolf. Yes, here are my thoughts. Oui, voici mes réflexions en écoutant le professeur Patnaik. My guess is, Mon hypothèse est, et je comprends que c'est une hypothèse, qu'à travers le Sud global, et d'ailleurs au Japon et en Europe également, il y a maintenant une reconnaissance s'installant lentement dans l'esprit des employeurs de la classe capitaliste que toutes les transactions avec les États-Unis sont devenues plus dangereuses, moins rentables et plus incertaines, et qu'ils doivent réagir à cela. Certains espèrent pouvoir attendre, d'autres agiront immédiatement, et le plus grand succès de ceux qui agissent immédiatement forcera les autres à faire de même. Et que sera-ce? Ce sera réorienter leurs économies vers les BRICS, c'est-à-dire la Chine, l'Inde. towards the BRICS. That is, China, India, those are the new poles of the world economy. Ce sont les nouveaux pôles de l'économie mondiale. Si vous ne pouvez pas faire des affaires avec les États-Unis, compte tenu des problèmes de l'Europe, vous allez certainement vous tourner vers le Sud global. Oui, c'est plus pauvre. Oui, je comprends tout cela. Mais vous n'avez plus beaucoup de choix si vous voulez sauver votre situation en cette période de perturbation. Je pense que vous voyez déjà les travailleurs textiles désespérés au Lesotho ou les producteurs de vanille à Madagascar, etc. Ils vont devoir chercher. Même dans le meilleur des cas, si le tarif était réduit ou supprimé, ils ont quand même vécu l'expérience et comprennent qu'il pourrait être rétabli, qu'il pourrait être augmenté, et compte tenu des problèmes des États-Unis, c'est le résultat probable. Et donc vous feriez mieux de vous protéger. Vous avez été averti, au moins parce que vous voyez maintenant. Et cela signifie également se désengager du dollar dans la mesure du possible et chercher ailleurs pour toute la croissance stratégique. L'autre chose que je dirais, c'est que les États-Unis vont se retrouver dans une position très difficile. Ils vont découvrir qu'en fin de compte, la seule façon de récupérer la fabrication, d'avoir quelque chose comme une économie diversifiée, équilibrée, ou quel que soit le terme que vous voulez utiliser, c'est de rendre le niveau salarial aux États-Unis compétitif avec celui où vous êtes. Et cela signifie qu'ils vont devoir s'en prendre encore plus à la classe ouvrière américaine qu'ils ne l'ont déjà fait. Et probablement, la façon dont ils vont le faire est en gelant les salaires autant qu'ils le peuvent, et en augmentant les prix, en ayant l'inflation ici pour accomplir ce travail pour eux. Et cela va provoquer, et je peux vous l'assurer, de sérieux troubles sociaux aux États-Unis. Vous en voyez tous les signes, que ce soit dans un militantisme renouvelé de notre mouvement ouvrier, qui est renouvelé d'une manière qui ne l'a pas été depuis un demi-siècle, et chez les jeunes du pays qui font face à des situations pour lesquelles personne n'a préparé cette génération. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'avancement de carrière. Pour vous donner un exemple, la plupart de mes étudiants devenaient professeurs. Maintenant, la plupart de mes étudiants ne peuvent pas obtenir de poste de professeur et font autre chose.
Et l'attaque contre les universités fait partie de ce projet plus vaste de redessiner les États-Unis pour qu'ils puissent rivaliser avec l'objectif permanent. Aucun fardeau pour les entreprises et les riches. Si un fardeau leur est imposé, il sera bien plus grand pour le reste de la population. Ce sont les impératifs qui gouvernent la politique ici. À part cela, ils n'ont rien. Je veux dire, réfléchissez à ce que cela signifie de s'emparer du canal de Panama ou du Groenland. Ce sont des actes de désespoir. Vous prenez des terres où il n'y a personne. Vous prenez des terres dont vous ne savez même pas ce qu'elles contiennent. Vous prenez le contrôle d'un canal auquel vous aviez de toute façon un accès libre, parfait. Regardez ça. C'est presque comme une caricature du colonialisme, dont je soupçonne qu'il s'agit de ces derniers souffles désespérés. À part cela, il n'y a pas de programme ici. Aucun. Ils sont encore coincés dans l'ancienne notion du laisser-faire. La notion anglo-américaine, selon laquelle tout ce qui est privé est en quelque sorte meilleur que tout ce qui est géré par l'État. Et donc ils doivent encore faire au moins une accommodation verbale, mais aussi une accommodation politique réelle de cette idée. Cela les limite donc en termes de ce qu'ils peuvent faire à l'État. Ils rencontrent même maintenant des problèmes parce que le niveau, rappelons-nous, dans notre pays, le Parti républicain a depuis un siècle un attrait fondamental pour la masse des gens, et c'est les faibles impôts. Nous ne vous taxerons pas, nous réduirons les impôts, nous supprimerons les impôts, nous sommes contre les impôts. Oui, il y a d'autres questions qu'ils utilisent, mais c'est leur question définissante. Leur leader impose maintenant des taxes et implique le gouvernement dans une intervention dans l'économie qui tourne en dérision l'idéologie libertaire. Il est facile dans ce pays de pointer du doigt un grand libertaire bruyant qui intervient activement à tous les niveaux possibles dans l'économie pour la faire fonctionner. La transition vers le nationalisme économique est réelle ici, mais la mentalité des personnes qui le font ne s'est pas encore ajustée. Nous arrivons à la fin, professeur Patnaik, mais si je peux revenir sur ce que vous avez dit, puis nous terminerons par un suivi de ce que le professeur Wolf a dit. Je pense que tout au long de l'ère néolibérale, il y a eu cette idée de croissance tirée par les exportations, qui est cette croyance que plus que la demande ajoutée par l'innovation technologique ou par la mobilisation domestique des travailleurs, en atteignant une situation comme le plein emploi, il est plus facile de capter la demande sur les marchés extérieurs. Et je pense que le succès de la Chine, de la Corée du Sud, etc., donne en quelque sorte la base empirique pour cette ligne d'argumentation. Le problème, bien sûr, est que cela ne peut pas être reproduit pour les gens. Je veux dire, pour cela, la demande doit augmenter. Je ne sais pas. Comme combien de fois? Et maintenant que la demande artificiellement créée pour le dollar diminuerait, il y a cette véritable question de savoir comment augmenter la demande en interne. Alors, professeur Patnaik, vous avez longtemps défendu l'idée que la demande peut être augmentée en interne. Pouvez-vous expliquer un peu comment vous pensez que les pays du Sud global peuvent y parvenir? Bien sûr, comme l'a dit le professeur Wolf, il y aurait une sorte de commerce, des arrangements BRICS, etc. La Chine est maintenant un réservoir majeur de demande. Donc, bien sûr, les gens peuvent commercer avec la Chine. Mais c'est très difficile, car la Chine est aussi un producteur. Il est donc très difficile de déplacer les marchés en Chine. Comment les pays du Sud global peuvent-ils augmenter la demande en interne? Eh bien, vous savez, fondamentalement, l'argument de la croissance tiré par les exportations était en fait une tromperie. Même si vous remontez dans le temps, vous regardez l'argument de David Ricardo, qui suppose que toutes les ressources sont pleinement utilisées avant le début du commerce, et que toutes les ressources sont pleinement utilisées
après que le commerce a eu lieu. Fondamentalement, cela repose sur l'hypothèse de la loi de Say. Exactement la même chose est vraie pour l'argument de Heckscher et Olin également. Par conséquent, la demande n'a jamais été prise en compte dans l'argument de la croissance tirée par les exportations. Et une fois que la demande entre en jeu, une fois que vous savez que dans l'économie mondiale, l'offre ne crée pas sa propre demande, il s'ensuit qu'il existe une certaine taille du marché mondial, et la croissance tirée par les exportations d'un pays se ferait typiquement au détriment d'un autre. Et c'est pourquoi le succès, comme vous l'avez justement mentionné, des pays d'Asie de l'Est ou du Japon ou de la Chine, etc., n'a pas pu être reproduit par tous les autres pays. Bien que ce soit en fait l'argument avancé par les volumes de l'OCDE, etc., à la fin des années 60, début des années 70, lorsqu'ils se sont opposés à la stratégie dirigiste de développement et ont promu la soi-disant croissance orientée vers l'exportation. Maintenant, étant donné cela, je crois qu'il est essentiel que le développement du peuple indien ne dépende pas du maintien du sous-développement du peuple pakistanais ou d'un autre pays pour qu'il ne puisse pas exporter et que nous exportions. Il est très important que les pays dépendent de leur marché intérieur. Et dépendre du marché intérieur signifie nécessairement améliorer les conditions de vie des travailleurs. Parce que le genre de choses que, disons, les gouvernements font sous le néolibéralisme, comme accorder des concessions fiscales aux entreprises, etc., n'ajoute pas un iota à la demande. D'un autre côté, si ces concessions fiscales sont compensées par des impôts plus lourds sur les travailleurs, cela réduit la demande. Donc je crois que nous avons maintenant atteint un point où la transcendance du néolibéralisme est essentielle. Et cette transcendance doit prendre la forme d'une amélioration des conditions de vie des travailleurs. C'est le seul moyen pour que le marché intérieur s'étende. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, si cela est réellement poursuivi, nécessiterait le soutien politique des travailleurs. Et cela conduirait, selon moi, au fil du temps, vers une vision socialiste. Je pense que c'est une bonne transition pour poser ma dernière question au professeur Wolf, en parlant d'avoir une alternative politique. Et vous parliez plus tôt de la situation de la classe ouvrière américaine. Nous assistons à une sorte de grande mobilisation sous Bernie Sanders et AOC. Quels sont, selon vous, les espoirs pour la régénération de la classe ouvrière américaine après ces défaites presque décisives, qui semblent apparemment décisives en 2020? Vous avez bien sûr parlé à juste titre des mobilisations de la classe ouvrière en 2020, des énormes mouvements syndicaux que nous observons depuis des années maintenant aux États-Unis, mais électoralement, il y a eu un recul massif. Quelles sont vos réflexions sur la manière dont la gauche américaine et le peuple américain en général peuvent rajeunir leur politique? Eh bien, je crois que nous sommes à un point absolument crucial. Il n'y a aucune garantie que cela se déroulera comme je vais le décrire. Mais il y a une possibilité, et c'est une situation plus porteuse d'espoir que je n'ai vue au cours de mes nombreuses années passées ici aux États-Unis. Et voici à quoi cela ressemble. D'une part, il y a une attaque contre le niveau de vie de la classe ouvrière. C'est en partie pourquoi ils ont voté, ceux qui l'ont fait, pour M. Trump. Il n'est président que parce qu'il a su de manière démagogique réaliser le potentiel politique d'une classe ouvrière en colère et trahie. Cela doit être compris, et cette classe ouvrière peut être conquise par une vision alternative. C'est ce que vous retrouvez dans le soutien à Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, et ainsi de suite, le désir de quelque chose d'autre. Mais les deux grands déficits qui nous freinent aux États-Unis sont premièrement
l'organisation. La destruction des organisations de gauche, partis socialistes, partis communistes et syndicats, qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, s'est avérée dévastatrice, durable et profonde. Cela crée une aversion pour l'organisation qui est très sérieuse dans notre société. La gauche est forte, mais l'organisation de la gauche est pratiquement inexistante. C'est à quel point c'est grave. Et la deuxième chose dont ils ont besoin est une vision claire de ce qui est possible. Donc j'aimerais conclure en partant de ce que le professeur Patnaik a dit. L'idée d'une croissance tirée par la demande intérieure basée sur une élévation du niveau de vie pour la majorité des gens est un objectif stratégique gagnant. Mais elle doit être accompagnée d'une transformation équivalente du côté de l'offre, de la manière dont le travail est organisé. Je ne pense pas que vous puissiez obtenir un soutien politique durable uniquement pour la socialisation de la demande. Vous avez également besoin d'une socialisation de l'offre équivalente et parallèle. Je crois que les deux ensemble peuvent être le point focal stratégique sur lequel une gauche renouvelée pourrait s'appuyer. Par là, je veux dire prendre la mesure radicale de dire que l'organisation capitaliste du lieu de travail devrait être changée. Nous devrions démocratiser le lieu de travail. Nous devrions transformer chaque usine, chaque bureau, chaque magasin en un collectif démocratiquement géré par toutes les personnes qui y travaillent, qui décident collectivement quoi produire, comment produire, quelle technologie utiliser, où produire et comment répartir le revenu net que l'entreprise réalise. Ce serait la transformation du travail couplée à la transformation de la demande basée sur un niveau de vie en hausse. Ce seraient les objectifs, et ils seraient juxtaposés au capitalisme, dont l'objectif est la maximisation du profit, et nous révélons que le profit est ce que la petite minorité au sommet obtient. Donc pour établir la règle, la maximisation du profit est l'ennemi, pas la réalisation de l'efficacité et de l'économie. Je pense que c'est une proposition gagnante. Mon seul espoir est que Bernie Sanders et Ocasio-Cortez aillent dans cette direction. Nous allons en rester là, professeur Patnaik et professeur Wolf. Merci beaucoup pour ce premier d'une série de dialogues Wolf-Patnaik. Il y a tant d'autres choses dans le monde à discuter, mais nous le ferons tous les 30 à 40 jours. Et merci à tous de nous avoir rejoints. Merci. Merci beaucoup. Très heureux de faire cela avec vous deux. Et j'apprécie le travail que je sais que vous avez investi pour faire en sorte que ces événements aient lieu. C'est une véritable contribution. Je suis fier d'en faire partie. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez aimé notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes pour vous. Veuillez envisager de faire un don à la cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. De plus, si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « S'abonner ». Don't forget to hit the subscribe button.